Mesdames et messieurs, bonjour. Si, ah ben, ça va. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir donc aujourd'hui pour cette réunion à votre destination des clients du cabinet Martin et du cabinet Michel Creusot. C'est une volonté et une ambition qu'on a de vous proposer très régulièrement, donc des réunions sur des thématiques différentes, 3 à 4 réunions par an sur des thèmes que ce soit en matière fiscale, en matière sociale, en matière juridique et aussi en matière de gestion de patrimoine. Notre objectif, c'est au travers de ces sujets donc de vous accompagner sur justement ces sujets qui peuvent vous interpeller en qualité de chef d'entreprise, que vous soyez chef d'entreprise actuel, chef d'entreprise futur ou ancien chef d'entreprise. C'est à destination effectivement de toutes les personnes qui souhaitent donc avoir des renseignements dans les différents domaines. Et puis c'est aussi au travers de la vocation de Michel Creusot et de cabinet Martin, c'est de vous accompagner et de vous simplifier la vie pour vous apporter vous favoriser au niveau du potentiel de votre entreprise, de votre patrimoine, et puis bien entendu avec toutes les équipes de l'entreprise qui sont engagées pour favoriser et puis votre enchantement. Donc, c'est un vaste programme qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, on va démarrer très rapidement cette réunion. Et puis, pour démarrer cette réunion, on a le plaisir d'accueillir notre nouveau partenaire, donc Expert et Finance. Expert et Finance, c'est donc une entreprise de gestion de patrimoine. Ce qui est important de dire, c'est des spécialistes dans cette matière, des spécialistes indépendants, ce qui est quelque chose qui doit vous rassurer donc, dans ce domaine. Ils interviennent depuis plus de 35 ans dans le domaine, et notamment au niveau de notre profession en relation avec les experts comptables. Donc là aussi, c'est pour nous un gage de qualité, un gage de sérénité. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi et qu'on signera officiellement avec Maxime Chiche, présent et responsable des grands comptes au niveau d'Experts et Finances, qu'on signera notre charte de partenariat pour vous assurer donc un accompagnement dans ces domaines très particuliers. Donc, quoi vous dire de plus sur Experts et Finances, si ce n'est que vous aurez l'occasion de pouvoir déjà les rencontrer à l'issue de cette réunion. Et puis, c'est eux qui vont animer donc, ce thème sur la location meublée, une opportunité fiscale à saisir. Et je laisse la parole à Maxime ou à Victor. Merci Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. On est effectivement ravis de pouvoir vous présenter cette thématique. Alors on ne va pas parler que de location meublée, on va surtout parler de patrimoine immobilier. La location meublée sera un des moyens que l'on vous présentera pour optimiser justement la détention des patrimoines immobiliers. Juste avant ça, quelques tout petits mots d'introduction. Alors pour se présenter très rapidement, Stéphane que vous connaissez évidemment. Stéphane nous a introduit rapidement. J'ai le plaisir ce soir de co-animer cette réunion avec Victor, qui est conseiller en gestion de patrimoine chez Experts et Finances depuis plusieurs années. Et puis j'ai également quelques-uns de mes collègues, Fabrice et Amélie, qui m'accompagnent. Donc on aura le plaisir d'échanger avec vous tout de suite après cette réunion, parce que j'ai bien conscience qu'à cette heure-ci, nous sommes le dernier obstacle entre vous et l'apéritif. Donc rassurez-vous, on va tenir le timing, 1 heure maximum. Et puis à la fin de cet échange, on aura le plaisir de partager dans la convivialité un apéritif ou un cocktail dînatoire. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis directeur des partenariats effectivement au sein du groupe Cristal Experts et Finances. C'est une entreprise que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'Experts et Finances n'a pas beaucoup de notoriété dans le grand public, quoique, mais nous existons depuis plus de 35 ans et notre particularité depuis 35 ans, c'est de développer des missions de conseil en gestion de patrimoine en synergie très étroite avec les experts comptables qui sont vos interlocuteurs du quotidien et vos interlocuteurs de confiance pour gérer toutes vos affaires, notamment professionnelles et privées. Et donc on a évidemment des complémentarités très fortes et intéressantes à développer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a le plaisir d'animer cette réunion ensemble ce soir. Alors juste quelques mots d'introduction. Pourquoi la location meublée ? On va parler d'abord du contexte fiscal actuel. L'immobilier, on dit souvent que les Français naissent avec une brique dans le ventre. Ce n'est pas une expression que j'ai inventée, mais je trouve qu'elle parle bien. Ça illustre très clairement l'affection que les Français ont pour le patrimoine immobilier. Et on les comprend, puisque d'une part, ça fait office de valeur refuge. C'est quand même un actif plutôt résilient et qui traverse bien le temps, qui traverse plutôt bien les crises, et qui, depuis fort longtemps, a l'avantage de présenter un rendement
plutôt sécurisant et plutôt supérieur au taux de l'inflation. Alors on verra dans quelques temps, puisqu'on est dans un contexte de taux qui reprend et d'inflation qui remonte très fortement, mais en tout cas pendant très longtemps c'était ce contexte-là. Et donc les Français ont naturellement développé beaucoup de patrimoine immobilier. Si on regarde les statistiques nationales, d'ailleurs, l'encours global, la valeur globale du patrimoine immobilier des Français est plus de 4 fois supérieure à l'épargne financière, notamment en assurance vie. Donc c'est vraiment un actif qui est très prisé des Français. Malheureusement, et on va faire le lien avec la fiscalité, c'est un actif qui est soumis à une triple fiscalité, une fiscalité de la transmission, lorsque au jour où on ferme les yeux, on doit transmettre cet actif aux enfants, ou même lorsqu'on veut le transmettre de son vivant. Il y a également une fiscalité sur les stocks, pour ceux d'entre vous qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Dès qu'on a constitué un patrimoine immobilier d'une certaine taille, on est assujetti à cet impôt sur le stock d'immobilier. Et puis, un dernier impôt dont on va beaucoup parler ce soir, qui est l'impôt sur les flux, donc la fiscalité des revenus immobiliers, parce que si l'immobilier est fortement utilisé pour générer des flux, et si l'immobilier est fortement prisé des Français, malheureusement, ça n'a pas échappé à l'administration fiscale, et l'administration fiscale qui regorge d'imagination pour inventer des systèmes de taxation, a mis en place différents systèmes de taxation plus ou moins lourdes sur les revenus fonciers. Alors concrètement, ce contexte. Les revenus fonciers sont fiscalisés d'une part dans la tranche marginale d'imposition du contribuable, donc fonction du volume de revenus que vous déclarez chaque année, vous avez une tranche marginale d'imposition qui est progressive et qui va pouvoir vous entraîner jusqu'à 45%. 45% auxquels vont s'ajouter les prélèvements sociaux qui s'établissent aujourd'hui à 17,2%. Et donc on peut avoir une fiscalité réelle, globale, qui va avoisiner les 60%. Ne soyez pas étonnés si le total dans la dernière colonne ne correspond pas à l'addition de la première et la seconde colonne. Il y a un mécanisme fiscal que vos interlocuteurs chez Cabinet Martin, Michel Creusot, pourront vous expliquer, qui est le mécanisme de la CSG déductible, donc peu importe. Mais en tout cas, on a des taux de pression fiscale qui varient, on va dire, entre 45 et 60% pour l'immense majorité des contribuables qui sont détenteurs d'un patrimoine immobilier. Donc on peut commencer à parler de fiscalité dissuasive. Les prélèvements sociaux, dont je vous parlais à l'instant, et qui s'établissent aujourd'hui à 17,2%, alors un peu d'historique. Ça a été créé en 1991, c'était Rocard qui nous avait créé ça à l'époque, et nous avait-on dit c'était temporaire. Et remarquez, on ne nous a pas vraiment menti, puis c'était temporaire, c'est pas resté longtemps à 1,1%, et ça a très vite augmenté. Et vous remarquez que globalement, tous les gouvernements, de gauche, de droite, du centre, se sont tous entendus sur un sujet, c'est sur l'augmentation des prélèvements sociaux. Ce qu'on ne voit pas sur cette diapositive, c'est que non seulement on a un taux qui a augmenté continuellement depuis la création des prélèvements sociaux, pour atteindre aujourd'hui 17,2%, donc c'est presque une deuxième TVA, hein, c'est une des principales recettes du gouvernement aujourd'hui, c'est le prélèvement social. Ce qu'on ne voit pas sur cette diapositive, c'est l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire que quand ça a été créé, non seulement le taux était relativement faible, mais seules quelques catégories de revenus étaient concernées et fiscalisées. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle de vos interlocuteurs du cabinet, je crois qu'il n'y a plus une catégorie de revenus, ou presque plus, qui échappe à la taxation des prélèvements sociaux. Et dès lors qu'il y a un enrichissement, que ce soit avec une plus-value ou avec un revenu, cet enrichissement est soumis à la taxation prélèvements sociaux. Et par ailleurs, les différents mécanismes d'abattement produisent généralement leurs effets sur l'impôt sur le revenu, mais pas sur les prélèvements sociaux. Donc il y a vraiment un sujet sur cet impôt. En face de ça, un dernier point, donc on a un constat, après on vous apportera des bonnes nouvelles, hein, on ne va pas que vous déprimer toute la soirée. En face de cette pression fiscale qui est relativement lourde, on a évidemment la possibilité en France d'investir dans des dispositifs dits de défiscalisation qui vont vous générer des économies d'impôts. Sauf que ces économies d'impôts, autrefois, elles étaient totalement déplafonnées, et puis à partir de 2009 a été mis en place quelque chose qui s'appelle le plafonnement des niches fiscales, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui était à l'époque pas très contraignant, puisque la règle disait qu'un contribuable peut optimiser sa fiscalité et réduire le montant de son impôt à hauteur de 25 000 euros plus 10% de son revenu imposable. Autrement dit, pour 100 000 euros de revenu imposable, je pouvais réduire ma fiscalité de 35 000 euros. Donc certes, il y avait un plafonnement, mais ça ne concernait véritablement que les contribuables les plus fortement assujettis à l'impôt sur le revenu. Et puis, au fil des ans, ce qu'on a appelé à l'époque les coups de rabot, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression qu'on pouvait lire parfois dans la presse, ce mécanisme, ce plafond a subi différents coups de rabot, il a été raboté et donc rabaissé.
jusqu'à atteindre, depuis 2013, un plafond de 10 000 euros. Autrement dit, depuis 2013, lorsque vous avez réduit votre fiscalité de 10 000 euros, tous les investissements défiscalisants que vous réaliseriez au-delà de ces 10 000 euros ne produisent plus d'effet sur votre imposition. Et finalement, 10 000 euros, ça peut aller relativement vite. Donc il y a là aussi un vrai travail à réaliser avec vos partenaires du cabinet pour vérifier où vous en êtes de ce plafonnement des niches fiscales. Parce que dès lors qu'on a fait un investissement, un Pinel, un cellier, et puis dès lors qu'on a, par exemple, un jardinier, une femme de ménage, une nounou pour les enfants, toutes ces réductions d'impôts vont entrer dans le cadre du plafonnement des niches fiscales. Donc voilà en gros le constat fiscal que l'on peut faire. On a certes une très forte pression fiscale et face à ça, une difficulté de plus en plus grande à optimiser la fiscalité. Alors, chose promise, chose due, je vous ai dit qu'on n'allait pas vous déprimer toute la soirée. Heureusement, au milieu de ces quelques nouvelles un peu déprimantes, il existe des stratégies d'optimisation patrimoniale qui permettent d'organiser la détention de son patrimoine immobilier de manière à en optimiser la fiscalité. Ça peut paraître simple, ça ne l'est pas toujours, et ça nécessite justement une bonne maîtrise des dispositifs et un bon accompagnement. Et donc c'est pour ça qu'on va faire un focus, et je vais laisser la parole à Victor qui va vous expliquer ça, on va faire un focus sur la location meublée, en vous expliquant d'abord de quoi il retourne et comment, conjointement, le cabinet et nous-mêmes pouvons vous accompagner dans l'organisation de votre patrimoine en utilisant la location meublée. Victor, à toi. Merci Maxime. Bonjour mesdames, messieurs. Nous allons rentrer un peu plus en détail dans le mécanisme de la location meublée, voir en quoi c'est un vrai outil fiscal. On a vu qu'aujourd'hui, on a les prélèvements sociaux qui s'appliquent sur tous les revenus. Donc, si on arrive à réduire la base d'imposition, eh bien, on arrive à se débarrasser un peu de cette taxation extrêmement lourde. Et en même temps, c'est un mécanisme qui ne rentre pas dans le mécanisme des niches fiscales et donc peut avoir un intérêt déplafonné, disons, sur votre fiscalité. Donc, rentrons dans le détail. Alors, lorsqu'on veut investir en location meublée, évidemment, on est dans un système où on va louer, meubler un appartement, comme le nom l'indique, pleinement. Donc il s'agit de le meubler suffisamment pour que le locataire puisse poser ses valises et y vivre totalement. C'est un premier point sur lequel il faut faire attention. On va voir également dans quelle mesure il faut réfléchir avant de se lancer là-dedans, puisqu'il y a pas mal de critères à surveiller. Plus près le micro. Excusez-moi, n'hésitez pas. Donc, ce statut de loueur meublé, il est assez particulier. Il y a, en général, quand on commence à investir, on se trouve dans la catégorie des loueurs meublés non professionnels, jusqu'à un certain seuil. Cette catégorie-là est la plus fréquente, mais on va rentrer quand même dans le détail du loueur meublé professionnel, puisqu'il y a à nouveau un point d'attention. Le statut fiscal va être un peu différent. Donc, lorsqu'on veut investir comme un loueur meublé professionnel, on a évidemment un marché immobilier qui est immensément vaste, avec des modes d'investissement qui sont différents. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le LMNP géré, qui est souvent proposé, puisque ça permet de garantir des revenus, puisque on s'adresse à une population à des biens qui sont en résidence étudiante, EHPAD et autres, et donc on a un gestionnaire qui va garantir qu'on va percevoir le loyer, quelle que soit la vacance, ou que le logement soit loué ou non. Donc ça a un intérêt puisqu'il y a une sécurisation des loyers. En revanche, ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que ce type de mécanisme rend assez dépendant d'un gestionnaire, et donc il faut choisir un mécanisme, un bien avec un bail qui soit suffisamment solide. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à quelqu'un qui puisse avoir suffisamment d'obligations pour garder ce bail dans le temps et s'assurer qu'on ne risque pas de se retrouver avec un bien qui n'est pas géré, puisque on a en général des parties communes qui nécessitent de centraliser la gestion. L'autre possibilité, c'est le LMNP sans Cibouvard. Je ne rentrerai pas particulièrement dans le détail parce que ça peut être assez contraignant. C'est un peu le Pinel appliqué au LMNP. C'est en général du neuf avec des obligations de location, mais qui permet quand même de récupérer des réductions d'impôts supplémentaires en plus de l'avantage qu'on va voir juste après. Et le dernier mode de détention, c'est le LMNP en direct où on perçoit directement les loyers du locataire.
On vous présentera par la suite un exemple concret pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc, à qui s'adresse ce mécanisme? Évidemment, comme l'a dit Maxime, le patrimoine immobilier, c'est une catégorie d'actifs que tout le monde a envie de développer, en général en France. C'est assez rare de dire non, moi l'immobilier, je ne supporte pas ça. Il y a une vraie résilience de ce marché-là. Donc, mais bon, il faut forcément une appétence pour ce type d'investissement. Il y a également cette pression fiscale qu'on doit avoir envie de réduire pour faire du meublé. Enfin, évidemment, on va s'embêter à meubler le logement. L'idée, c'est vraiment de profiter de cet avantage fiscal. Et également, ça va permettre de préparer sa retraite, puisqu'on le sait, le taux de remplacement à la retraite est relativement faible. On a besoin de revenus complémentaires qui peuvent être apportés généralement par la catégorie immobilière, puisque, on le sait, c'est ce qui procure les revenus les plus stables. Excusez-moi. Oui. Là, vous mettez, on peut revenir à Je reviens. maîtriser la pression fiscale sur l'IFI. En quoi la location meublée a un impact sur l'IFI? Alors, je ne veux pas vous spoiler, je vais y venir juste après. Effectivement, vous avez raison, c'est un bon point. On a parlé beaucoup de l'impôt sur le revenu, il y a aussi l'impôt sur la fortune immobilière qui impacte les investissements immobiliers. Vous allez voir qu'il y a un mécanisme particulier qui peut permettre d'impacter l'IFI. On en parle dans la saison 2. Épisode 4. Alors, pour rester général, pour le coup, on parle de location meublée professionnelle ou non professionnelle pour le moment, mais quel est l'intérêt réellement de la location meublée? On a, au moment où on perçoit nos recettes, le choix entre l'application de 2 régimes fiscaux. Le premier est sur option, et tant qu'on ne dépasse pas 70 000 euros de recettes, c'est un régime qui est forfaitaire, qui donc ne suit aucune obligation de déclaration de charge. L'administration fiscale dit, d'accord, vous pouvez abattre 50% de votre résultat, quel que soit le montant des charges. Bien évidemment, si nos charges sont supérieures à ces 50%, on aura intérêt à choisir plutôt le régime réel, qui peut être applicable dans tous les cas. Et on va voir que la force de ce mécanisme, c'est que le régime réel est dans la très grande majorité des cas beaucoup plus intéressant, parce qu'on va pouvoir ajouter une charge qu'on n'a pas dans la location nue, qui est l'amortissement de l'immobilier. L'amortissement de l'immobilier, c'est une fraction de la valeur de notre immobilier qui va chaque année pouvoir être déduite de nos revenus. Donc c'est une charge fictive puisqu'on a réalisé un investissement, on n'a pas réellement décaissé, on ne décaisse pas réellement chaque année une charge, c'est un investissement. Mais pourtant, on va pouvoir intégrer une fraction chaque année dans nos charges. Comment on calcule ce montant ? Là, c'est un calcul qui est subtil, qui est comptable, et c'est pour ça que dans ce mécanisme, votre expert comptable a toute sa place, et c'est lui qui va vous accompagner dans la bonne réussite de cet avantage fiscal, puisque c'est lui qui va pouvoir estimer ce montant. Là, pour vous donner un exemple, si on prend un ensemble immobilier qui vaut 300 000 euros avec le mobilier, eh bien, on va retirer une fraction de terrain, le terrain n'étant jamais amortissable. Et le reste, on va pouvoir l'amortir sur une durée qui, à nouveau, devra être fixée en fonction souvent de l'emplacement et autres critères que votre expert comptable connaît bien. Dans notre exemple, notre construction, donc tout ce qui est à part du terrain, on le chiffre à 235 000, on va l'amortir sur 30 ans. Ça va permettre chaque année de retirer 7 800 euros de revenus qui ne sont plus dans votre base d'imposition. Pour le rendre un peu plus concret, on va vous montrer un comparatif. Prenons un premier exemple de la location de cet appartement de 300 000 euros en nu, qui va générer 12 000 euros de revenus fonciers, du coup. On va pouvoir déduire nos charges, donc nos 1 500 et 900 euros, ce qui nous donnera un résultat fiscal qui sera taxé, comme l'a dit Maxime, à notre tranche marginale d'imposition, selon celle dans laquelle on se place. On voit que ça monte tout de suite très vite. On a nos prélèvements sociaux, qui viennent enfoncer un peu le clou, pour un résultat à la fin qui est d'environ 5 000 euros si on est dans la tranche à 30% sur les 12 000 qu'on a au départ. Donc une efficacité qui est extrêmement limitée, 42%, un tiers. On voit tout de suite l'impact fiscal et on ne compte pas l'IFI. Quand on est en location meublée et qu'on choisit le premier modèle, le premier mode d'imposition, qu'on n'a pas trop envie de s'embêter, on va choisir le micro-BIC qui est l'abattement forfaitaire des 50%. On voit bien qu'on a notre résultat fiscal qui est à hauteur de la moitié de nos revenus,
qui lui sera imposé. On voit que l'imposition est déjà plus faible, on a un meilleur ratio d'efficacité à la fin, mais on voit que le meilleur mécanisme, et ça c'est vrai dans 90% des cas, ce sera d'appliquer le régime réel, puisqu'en effet, alors on va avoir une charge de comptabilité évidemment, puisqu'il faut réaliser une vraie comptabilité pour pouvoir profiter de ce mécanisme, mais en revanche, on va pouvoir, grâce à ça, profiter d'un amortissement, les 7 833 plus 500 euros, qui vont écraser complètement notre résultat comptable, pour une fiscalité quasiment nulle, par rapport à ce qu'on peut voir autrement. Donc voilà, là est vraiment le fondement de l'avantage fiscal qu'on peut trouver sur le LMNP, sur le LMNP ou LMP. Attention, évidemment, il y a énormément de points d'attention à avoir. C'est pour ça qu'il faut être accompagné souvent pour réaliser ce genre de modèle, surtout quand on a un patrimoine qui a, disons, des complexités éventuelles. Là, par exemple, quand on raisonne au niveau de l'allocation meublée, on est dans une catégorie dite BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Elle s'apprécie au niveau du foyer fiscal. Parfois, on ne fait pas attention, on a son épouse ou son époux qui a déjà des biens immobiliers, qui a choisi un certain régime. On va tout de suite, tout va être groupé. Et donc il faut rester prudent sur ces questions-là et bien analyser la fiscalité qui en ressortira. Petit laïus sur l'allocation meublée professionnelle, c'est là que je vais répondre à votre question. L'allocation meublée professionnelle, on va voir les critères tout de suite, mais quand on rentre dans cette case-là, sous condition, on peut être exonéré de l'impôt sur la fortune immobilière. Les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui sont appréciées pour l'impôt sur le revenu. Généralement, la principale contrainte, c'est qu'il faut que cette activité de location meublée prenne plus de temps que toute autre activité. Et donc, en général, soit notre unique activité. Donc, il y a des contraintes, mais si on arrive à bien se positionner, on peut effectivement avoir cette exonération. Et pour quelqu'un qui a un patrimoine immobilier important, ça peut être fondamental. On entend souvent il faut essayer de ne pas dépasser les seuils pour ne pas se retrouver dans cette catégorie-là, mais on a quand même ces avantages qui peuvent s'appliquer à certains patrimoines précis. Il y a également, lorsqu'on se retrouve avec des forts déficits, un déficit qui est imputable entièrement sur le revenu brut global. Donc à nouveau, quand on n'est pas sûr de récupérer le déficit avec les prochains revenus, ça peut être intéressant, on est sûr de le récupérer. Il y a un avantage également sur la transmission et le paiement des droits spécifiques à ce régime. Et enfin, un gros point d'attention quand on passe en location meublée professionnelle, c'est sur la cession. Sur la cession, on ne sera plus dans le régime des particuliers comme pour le LMNP non professionnel. Là, on passe dans le régime professionnel. Donc ce qui veut dire grossièrement que si on revend très vite, on est taxé beaucoup plus, mais en revanche, on peut se retrouver dans des exonérations beaucoup plus rapides aussi. Puisque là, on voit que cet article précis du Code général des impôts précise que pour un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 euros, on peut avoir une exonération totale de la plus-value à la cession si on a exploité le bien durant plus de 5 ans. Au-delà de 90 000 euros, on peut avoir aussi, au bout de 5 ans, une exonération avec un abattement progressif. Enfin, voilà. Donc, à nouveau, on entend beaucoup, attention, la plus-value professionnelle est pire, pas toujours. Les critères pour savoir si on va passer en location meublée professionnelle, ils sont assez simples à estimer, du moins du point de vue de l'impôt sur le revenu. Les recettes générées par vos biens en location meublée, on parle de tous les biens au niveau du foyer fiscal à nouveau, si elles dépassent 23 000 euros et, condition cumulative, qu'elles excèdent tous les autres revenus qui sont taxés sur une année fiscale, vous basculez dans la catégorie LMP. À nouveau, il faut les deux conditions réunies. Pour quelqu'un qui a des salaires importants, généralement, ce ne sera pas un problème, il va rester LMNP. Mais un jour, s'il y a une chute de revenus, il peut basculer dans la catégorie LMP. Et en cas de cession des immeubles, on l'a dit, on bascule dans le régime des plus-values professionnelles. À nouveau, attention à la durée qu'on veut appliquer à son bien, même si généralement l'immobilier, vous le savez sûrement, c'est plutôt une valeur à garder sur le long terme.
Point d'attention sur le LMP également, le statut social. On a parlé tout à l'heure des prélèvements sociaux qui sont généralement appliqués à toutes les catégories de revenus. Alors là, on l'a vu, le résultat fiscal étant très faible, généralement, on va avoir des charges sociales ou prélèvements sociaux faibles aussi. Mais attention, si on a un résultat fiscal plus important, quand on bascule en LMP, on bascule aussi de statut. On va être comme un gérant des SARL, on va être affilié à un régime professionnel et donc se mettre à payer des charges sociales qui sont toujours plus élevées que celles qu'on va trouver dans les prélèvements sociaux, puisqu'on se situe autour de 32% au lieu de 17,2%. Donc on va avoir une charge supplémentaire. Évidemment, ça peut avoir un avantage aussi, puisque qui dit charge sociale dit cotisation à la retraite. Pour certains profils, à nouveau, si les revenus sont très faibles et que la personne se trouve dans une catégorie LMP, ça peut avoir du sens aussi de provoquer ces cotisations, mais à nouveau, la situation s'évalue au cas par cas. Il y a une exception également, alors ce schéma le représente bien, mais donc on est en LMP, va payer les cotisations sociales. Une autre exception sur laquelle il faut être prudent, c'est que si on est en LMNP, mais que nos recettes sont supérieures à 23 000 euros, donc sous-entendu, on a des revenus fiscaux plus importants, des revenus autres plus importants, et donc on reste LMNP, mais qu'on loue en location saisonnière, on peut se retrouver également à payer des charges fiscales. Il ne s'agit pas que vous reteniez tout ça, mais que vous sachiez qu'il y a des exceptions un peu à surveiller, et d'où l'importance d'être accompagné sur ces parties-là. Et Stéphane, je vous laisse dire un mot. Merci, Victor. Ce qui est important aussi de vous rappeler au niveau du cabinet Martin et de Michel Creusot, c'est que, bien entendu, on est là aussi pour vous accompagner au niveau de cette mission donc de loueur en meublé professionnel ou de LMNP. Notre ambition, c'est là aussi de vous faire bénéficier de notre expérience, de notre expertise en matière de meublé, forcément vous aider sur toute la partie comptable, et puis, si possible, vous faire optimiser ou vous proposer des optimisations en matière fiscale. Et donc cet accompagnement dans le cadre de ces meublés, c'est d'abord de vous aider éventuellement à définir le statut juridique et le régime fiscal qui est le plus approprié dans votre cas. À chaque fois, il peut y avoir forcément, comme l'a montré Victor, des choix à faire, de vous aider aussi au niveau de la déclaration début d'activité. C'est des choses qui sont importantes et autant la faire bien dès le début, puisqu'elle va avoir une incidence forte sur les années suivantes auprès de votre relation avec l'administration fiscale. D'avoir aussi, si besoin, vous accompagner sur une étude d'optimisation sur plusieurs années, faire un prévisionnel avec ou pas aussi la possibilité du recours, pourquoi pas, à une adhésion au centre de gestion agréé qui va vous permettre de récupérer un crédit d'impôt sur notamment les honoraires qui vous seront facturés. Bien entendu, la mission principale après, ça va être tout au long des années de vous suivre au niveau de la tenue de votre comptabilité, et forcément la saisie des factures, les relevés bancaires, tous les investissements que vous allez faire en mobilier aussi, et puis de là faire le calcul des amortissements en décomposant, comme l'a montré tout à l'heure Victor, l'immeuble entre le terrain, entre les constructions et puis entre le mobilier pour là aussi si possible, optimiser au mieux les amortissements qu'on va pouvoir déduire et qui vont donc réduire votre fiscalité. De là, une fois la tenue de comptabilité faite, bien entendu, il y a l'établissement des déclarations fiscales et puis la télétransmission, donc les imprimés fiscaux au centre des impôts. Si on est dans le cas où il y a de la récupération de TVA, bien entendu, on vous accompagne pour faire cette déclaration de TVA et obtenir plus facilement le remboursement de la TVA initiale. On propose aussi dans ce cadre de ces missions, en fonction de votre besoin, de l'ampleur de vos investissements en meublé, un entretien annuel conseil pour justement, avec la présentation des comptes, pour regarder avec vous les stratégies qu'il peut y avoir à faire derrière et puis les optimisations fiscales qui peuvent en ressortir. Et puis, ce qui est important aussi, c'est si vous faites après vous-même votre déclaration de revenus, c'est de vous indiquer le montant à déclarer, à reporter sur votre propre déclaration personnelle de revenus pour que ça soit porté dans la bonne case de votre déclaration. Et donc, nous, ce qu'on rapporte aux clients, c'est que l'important pour vous, c'est déjà qu'on peut vous apporter une conformité au niveau de votre déclaration fiscale, conforme parce que c'est fait par nos équipes experts dans le domaine.
C'est aussi une économie, parce que si vous prenez le crédit d'impôt, si on fait l'adhésion au centre de gestion, vous aurez le droit à un crédit d'impôt. Hein. Ça peut être important. C'est aussi une économie de temps pour vous, parce que souvent c'est un peu fastidieux quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de déclaration, ça prend quand même beaucoup de temps. Et puis donc une sérénité, l'important c'est qu'on vous apporte aussi cette sérénité dans une gestion simple de votre fiscalité personnelle et puis en rapport avec l'administration fiscale qui peut revenir vers vous pour vous demander des renseignements sur les chiffres que vous avez pu porter. Voilà. Si on peut, voilà, parfait. Donc, et puis au-delà de ça, justement, on peut aussi vous aider. Ce qui est important de vous signaler, beaucoup ici dans la salle aussi profitent et nous demandent de les accompagner au niveau de la déclaration de leurs revenus. Et on en fait beaucoup, notamment au cabinet Martin. Je crois que c'est plus de 400 qui sont faites à peu près chaque année dans ces locaux. Assistance à la déclaration fiscale, donc la déclaration de vos revenus, des revenus aussi fonciers s'il y a, et puis éventuellement pour ceux qui sont concernés, la déclaration aussi d'impôt sur la fortune immobilière. Et depuis quelques années, on a donc construit un partenariat avec Exacop qui nous permet donc de bénéficier en passant par Exacop donc des avantages de la coopérative et du service à la personne, ce qui fait que la facture qui vous est faite pour cette prestation d'abord bénéficie d'un taux de TVA réduit à 10% et vous pouvez récupérer derrière un crédit d'impôt de 50% sur cette facturation-là. Et donc c'est assez facilité puisque c'est nous qui mettons directement en lien le client avec Exacop pour justement bénéficier de cette exonération de service à la personne, tout comme le service à la personne pour une femme de ménage ou pour des travaux de jardinage que parlait tout à l'heure Maxime. Voilà, après je ne vous refais pas les conformités économie sérénité, mais c'est vrai que c'est aussi ce que recherchent la plupart de nos clients dans cette mission d'accompagnement sur la déclaration fiscale personnelle, c'est d'avoir une assurance que vous ne serez pas embêté par l'administration fiscale, qu'il n'y aura pas d'erreur, et si tant est que l'administration fiscale vient vous voir, nous serons à même de les renseigner et de vous accompagner dans cette démarche. Voilà pour nos propositions d'accompagnement de Michel Creusot, cabinet Martin. Je crois que je redonne la parole à Maxime. Non, à Victor. C'est moi, j'y retourne. Alors, en pratique, on va vous montrer deux exemples disons, démarrage dans l'investissement en location meublée. D'abord, quelqu'un qui a un bien déjà qu'il détient, comment le transforme-t-il en location meublée? Quelles sont surtout les questions à se poser à ce moment-là? Et puis ensuite, on vous montrera un réel investissement meublé sur un nouvel investissement, ce qu'on peut faire quand on s'adresse à un partenaire qui vraiment peut sortir un beau programme. Alors, une attention toute particulière au moment où on passe en location meublée sur un bien existant doit être portée sur le formalisme. Stéphane le rappelait, il y a un ensemble de démarches à réaliser qui, si elles ne sont pas faites correctement, peut entraîner une requalification. Et donc, il faut rester assez prudent sur ces sujets-là, sachant qu'en plus, il y a un ensemble de critères à respecter. On l'a dit, il faut que le bien soit suffisamment meublé, il faut qu'il y ait un inventaire qui soit réalisé, une expertise de la valeur qui, derrière, nous permettra également de réaliser cet amortissement. Donc un gros point d'attention toujours là-dessus, et ça c'est avec votre expert comptable que ça pourra être mis en place. Les autres questions à se poser, c'est: mon bien se prête-t-il à la location meublée? On voit souvent par exemple sur une grande surface qu'on a envie de louer à une famille, et bien une famille bien souvent elle aura ses meubles, ce sera plus difficile de la louer, de lui louer un bien qui est déjà meublé, et donc il faut être prudent et vigilant vis-à-vis de l'emplacement et de la typologie de bien qu'on a. Le changement de régime est-il souhaitable? Il y a à nouveau des subtilités à appréhender. Un exemple, un bien qui se situerait dans une SCI dite translucide, c'est-à-dire que les revenus seraient directement perçus au gérant de cette SCI, eh bien, cette SCI ne peut pas avoir d'activité commerciale. Et donc, elle ne peut pas avoir d'activité meublée. Donc, elle se transformerait immédiatement en SCI à l'impôt sur les sociétés, ce qui peut poser des problèmes sur le régime fiscal souhaité. Donc, autre point à surveiller qui sont fondamentaux quand on veut réfléchir à la conversion en meublé. Autre point, suis-je autorisé à passer en meublé? Vous le savez, certaines copropriétés refusent ce type de location. Certaines municipalités mettent des barrières également sur la location meublée. Un exemple bête, le Airbnb à Paris ou à Nice, c'est de plus en plus compliqué. Donc,
y a un contexte à prendre en compte quand on réfléchit à cela. Et enfin, les règles pour amortir le bien. À nouveau, c'est une méthode spécifique, c'est une méthode comptable qui doit être réalisée par votre expert comptable pour pouvoir correctement profiter de tout cet avantage fiscal qu'on a discuté. Donc ça vous montre aussi effectivement les synergies qu'il peut y avoir entre nos deux professions, puisqu'il y a toute une partie conseil qui est essentielle pour voir un peu si le régime vous est applicable, et en même temps toute la mise en place sera derrière assurée par le cabinet Martin, Michel Creusot derrière, pour que tout se passe bien à votre niveau et que vous puissiez profiter pleinement de l'avantage. Autre exemple du coup qu'on prend, imaginons une personne souhaitant investir sur un nouveau bien. Nous, en ce moment, on se concentre en partie sur l'activité de colocation qui est de plus en plus pertinente au regard du marché immobilier aujourd'hui. On va vous expliquer un peu pourquoi. Au niveau macroéconomique, il n'est pas besoin de rappeler que l'immobilier fait partie des sujets de préoccupation principaux pour les Français souhaitant investir. On a eu une année record en 2021 on a largement dépassé le million de transactions dans l'immobilier ancien, donc une vraie année propice. Évidemment, les taux étaient plus bas qu'ils ne le sont aujourd'hui, puisque vous le savez, il y a une certaine tension qui se fait, mais les prix étant relativement hauts partout et les transactions continuant relativement à opérer, à nouveau, l'immobilier, c'est un investissement long terme qu'il faut considérer. Donc en réalité, cette spéculation, vous l'avez compris, elle nous intéresse moins dans la logique d'un investissement en location meublée. On va surtout s'intéresser au côté solide de l'immobilier. On sait que c'est un projet important pour une famille qui doit porter sur le long terme. Et ce qui nous intéressera, ce sera surtout la qualité du bien qu'on achète et le mécanisme qui est mis en place pour procurer des revenus complémentaires. Alors, on l'a dit, il y a un ensemble de secteurs qui peuvent être exploités, donc tout ce qui est résidence étudiant pour les seniors, appart-hôtel, tourisme, effectivement, sont toujours des idées intéressantes, mais on a moins de maîtrise sur l'investissement en lui-même, puisqu'on est un peu dépendant d'un gérant, même si à nouveau on trouve un bail de qualité, ça peut être pertinent pour l'absence de gestion. Mais la colocation a pour nous une vraie pertinence. Évidemment, ce sera plus adapté pour quelqu'un qui souhaite acheter une plus grande surface et qui souhaite la rendre suffisamment rentable. On va le voir ensemble. Évidemment, il faut une grande surface puisque, par définition, on veut plusieurs personnes à l'intérieur. L'idée de la colocation, ça va permettre à nouveau de booster notre rentabilité en décomposant notre bien en plusieurs chambres. On va voir que c'est un vrai attrait. Nous, dans l'esprit de la colocation, ça va être plutôt de faire quelque chose de très qualitatif pour avoir des locataires qui ont envie de rester, une population également un peu plus peut-être solide, disons, financièrement, donc sécuriser des loyers sur le long terme. Donc on va plutôt s'adresser à quelqu'un qui recherche d'un bien très qualitatif et qui a envie de refaire complètement ce bien dans l'idée de la colocation, puisque c'est forcément assez spécifique. On va voir un peu concrètement après comment ça peut se faire. Mais ça peut aussi permettre de diluer le risque locatif, forcément, puisque quand on a 3 locataires au lieu d'un, même si le loyer est plus petit par locataire, eh bien, quand il y en a un qui s'en va, on garde les 2 autres. C'est assez logique. Alors, un chiffre sur le marché de la colocation. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes sur la colocation. Les prix des studios, enfin les prix des loyers augmentant de plus en plus. Les demandeurs ont de plus en plus envie d'avoir de l'espace chez eux. Ça peut permettre d'avoir un grand appartement avec des espaces autres que leur chambre, donc un salon, une cuisine dans laquelle le locataire peut aller. Et donc, il y a de plus en plus de demandes, mais en revanche, en face, on a des propriétaires qui ont toujours été un peu inquiets de se lancer vers ça, parce que n'étant pas accompagnés, ça demande de refaire tous les travaux soi-même, ça demande pas mal de travail et puis une gestion locative assez intense. Donc du coup, on a un marché qui est très tendu. À Paris, c'est un chiffre frappant, il y a 8 demandes pour une offre de colocation. 5 pour les grandes métropoles autres. Donc on a vraiment une grande tension et donc on se dit que quand on voit ça, on peut en profiter pour peu qu'on fasse les choses correctement.
D'autant que les populations qui s'adressent à la colocation ont également évolué. De plus en plus, on a des jeunes actifs qui veulent profiter de ce modèle, à nouveau pour gagner de la place ou pour simplement vivre avec d'autres gens. Hein. Évidemment, les choix sont propres à chacun, mais en tout cas, on sent que de plus en plus de jeunes actifs également s'intéressent à ce marché-là, même si les étudiants de 21-25 ans restent la cible principale. On le voit sur ce chiffre qui est une étude de l'Observatoire de la colocation. L'âge moyen du demandeur, c'est en général 27 ans, et le revenu moyen, c'est quand même 1 700 euros. Donc pour quelqu'un qui est donc plutôt du jeune actif. Un autre chiffre percutant, aujourd'hui, le loyer moyen d'une chambre en colocation est de 427 euros, en augmentation constante depuis une dizaine d'années. Évidemment plus élevé à Paris qu'en province, mais évidemment ça suit aussi les prix du secteur. Mais ce qu'on voit, c'est que le prix d'une chambre en colocation sera toujours moins élevé que le prix d'un studio. Enfin, toujours, j'exagère. Mais en tout cas, dans la grande majeure partie des cas, on a des prix du loyer en colocation beaucoup moins élevés qu'un studio. Ça veut dire aussi qu'on a de la marge d'augmentation et que plus ce secteur-là va s'alimenter et plus on aura une offre qualitative et plus on va pouvoir espérer des rentabilités intéressantes dans ces domaines-là. D'autant que de plus en plus, avec le Covid, on n'a plus envie de vivre forcément dans le studio parisien sous les combles. Donc ça va tendre à se démocratiser. Donc évidemment, quand on rencontre une personne qui veut investir dans ce secteur-là, il faut définir tout un projet. Ça va demander de faire tout un calendrier, puisqu'on va définir d'abord de combien de chambres on souhaite, combien on est prêt à mettre, comment on finance, quel bien on va rechercher, évidemment. Il y a toute la partie réalisation de travaux et ameublement qui est fondamentale. Et enfin, toute la partie gestion locative qui peut être assurée à nouveau par un acteur. Souvent, pour la colocation, c'est plutôt conseillé, puisqu'on a un roulement assez important et ça peut demander du temps. Un exemple pour finir sur cette partie-là, sur un investissement qui a été effectivement réalisé à Nice, pour vous donner une vraie idée de ce que ça peut donner. On travaille ici avec une société qui s'appelle Colocataire, qui est spécialisée exclusivement dans ce type d'investissement, qui va tout faire, qui va faire tous les travaux, assurer la gestion locative et avoir des très beaux appartements, on va le voir. La première question, c'est l'emplacement, évidemment. Là, la ville de Nice, on ne la présente plus. C'est un grand pôle économique du sud de la France avec un foyer étudiant important. Enfin, pour la colocation, c'est un marché tout à fait intéressant. Le projet, alors c'était cet appartement qui avait été ciblé, donc là il y avait déjà plusieurs chambres, donc c'était quand même déjà assez propice à ce type de location. On avait déjà 3 chambres, un salon, une cuisine, mais on va voir comment Colocataire le transforme pour l'optimiser encore un peu plus. On remarquera qu'il n'y a qu'une seule salle de bain et un seul WC. L'assurance d'avoir un partenaire qui soit réellement de confiance, c'est aussi de protéger l'investisseur à travers plusieurs mécanismes. Déjà, Colocataire va s'assurer de vous packager l'ensemble des travaux pour vous donner un devis global à la fin. C'est eux, les professionnels des travaux, qui vont négocier auprès des sous-traitants, qui vont s'assurer de s'adresser à des personnes sérieuses avec qui ils ont l'habitude de travailler. Donc ils professionnalisent aussi cette gestion-là. Donc c'est un premier confort pour des travaux aussi lourds, forcément. L'autre point, c'est que la responsabilité sur les travaux est entièrement assumée par Colocataire. Ils mettent en risque leur assurance décennale et leur responsabilité civile professionnelle. Donc en cas de problème des travaux, à nouveau, c'est leurs assurances qui vont fonctionner. Donc ce ne sera pas à vous de courir après ce type de problème. Les appartements sont entièrement refaits à neuf. Je vous montrerai des photos, c'est assez frappant. On voit que vraiment tout est fait pour que le bien soit particulièrement qualitatif. Et enfin, les devis travaux sont fermes et définitifs. Pas de surcoût, même en cas d'augmentation des matières premières. Et on connaît la période, c'est un facteur important, puisque quand on essaie d'acheter du bois, on commence à stresser en ce moment. Alors, le projet du coup qui a été proposé par Colocataire, ça a été de transformer effectivement cet appartement. Alors c'est moins frappant sur le plan, mais on va voir les photos, c'est autre chose. Mais en tout cas, on remarque tout de suite qu'il y a une salle de bain par chambre, qu'une 4e chambre a été dégagée avec un salon, avec une cuisine à l'intérieur, ce qui permet d'optimiser le rendement clairement pour vous, mais en même temps de garder pas mal d'espace
pour les locataires en faisant en sorte qu'ils aient chacun une salle de bain. Ça, c'est un autre point extrêmement important quand on veut garder un locataire satisfait de l'endroit. On va monter un plan de financement. Donc l'idée, c'est d'arriver à se projeter. Donc on a un certain nombre de coûts qui vont être engagés. Forcément, quand on transforme complètement une maison et qu'on fait une acquisition, eh bien, on raisonne évidemment en enveloppe globale, mais on sait qu'il va y avoir un coût relativement important. Là, dans cet exemple, on avait un achat à 220 000 €, les frais de notaire forcément, tous les frais de mobilier, le devis travaux qui est important, et les frais d'ingénierie pour la constitution de nos colocataires, pour une enveloppe globale un peu en dessous des 400 000 €, le plafond étant à 400 000. Après, il y a une réflexion de financement, évidemment, dans quelle mesure on apporte du cash ou est-ce qu'on finance entièrement par la banque. Ça, c'est à voir selon les profils. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que ce modèle-là nous donne une échéance relativement proche de nos loyers, puisque dans le premier exemple où on finance 100%, on a une échéance à 1 900 €. Nos loyers nets de frais de gestion et de taxes foncières, ils sont à 1 615. Ce qui nous donne chaque année un effort d'épargne de 2 000 €, donc 280 par mois, ce qui reste particulièrement raisonnable, et on a une rentabilité locative qui est à 5%. Donc quand on arrive à se projeter de cette façon-là, finalement, le coût est nettement absorbé par le fait qu'on ait des loyers importants, une rentabilité intéressante, et donc finalement, l'effort d'épargne est relativement modéré pour un achat à 400 000 €. Et avoir du 5% dans Nice, pour ceux qui connaissent, c'est très rare. C'est pas Paris, mais pas loin. Alors pour finir, oui, sur une note un peu plus parlante, quelques photos de ce projet-là. Alors comme je vous ai dit, ils refont tout. Il s'agit vraiment de remodeler complètement l'espace pour que ça colle à l'esprit de la colocation. Et donc on détruit tout. C'est pour tout refaire à neuf. Donc on refait les murs, les plafonds. On met en place des salles de bain un peu partout. Tout ça pour donner un vrai espace de vie qualitatif et agréable pour les locataires. Donc ce sont vraiment de beaux endroits. À nouveau, une salle de bain par personne, une exigence particulière colocataire qui cherche vraiment à ce que le confort soit optimal pour ses résidents, pour assurer aussi qu'il y ait peu de vacances locatives, qu'il y ait peu de turnover et que tout se passe bien. Voilà pour ça. Je te laisse la parole. Merci Victor. On arrive presque au terme de cette réunion. Merci à Victor pour son exposé sur la location meublée. Alors, évidemment, à ce stade-là, vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, tentés de courir chez le marchand de meubles. Le message, vous l'avez compris, c'est parlez-en d'abord avec votre expert comptable, parce que vous l'avez compris, et Victor l'a exposé, il y a un grand nombre de subtilités qui doivent être prises en compte avant de décider si on va ou pas gérer son patrimoine en location meublée. Et puis, on va terminer avec un autre dispositif, qui est un dispositif d'investissement en nue propriété. On va expliquer dans quelques instants de quoi il retourne, qui peut permettre d'investir dans l'immobilier en maîtrisant la pression fiscale dans certains endroits où la location meublée n'est pas adaptée. Victor l'a expliqué tout à l'heure, on ne va pas pouvoir faire de la location meublée partout. La typologie du bien ne va pas forcément s'y prêter, le bien est peut-être déjà démembré, etc., etc. Notamment dans les emplacements immobiliers dits ultra-prime, l'hypercentre parisien, la Côte d'Azur, Cap-Ferré, etc. On va avoir une problématique si on veut gérer en location meublée, c'est que la quote-part de terrain est relativement élevée. Lorsque vous investissez dans Paris intramuros, dans les très beaux arrondissements, dans des emplacements ultra-prime, on ne pourra pas expliquer à l'administration fiscale que sur un bien acheté, je ne sais pas moi, 500 000 €, on aura du mal à expliquer à l'administration fiscale que la quote-part de terrain ne représente que 10, 15 ou 20%. Évidemment, plus l'emplacement est prime et plus la valeur du terrain est importante, sauf que le terrain est un élément qui est non amortissable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on veut investir dans de beaux endroits? Évidemment, quand on veut se constituer un patrimoine immobilier, on peut être tenté d'investir dans des endroits plutôt prime parce que ça va être constitutif d'une certaine sécurité dans le temps pour cet investissement. Et donc, on va se pencher sur la possibilité d'investir en nue propriété. Alors, avant de vous parler de l'investissement en nue propriété, on va d'abord faire un petit rappel de ce qu'est le démembrement de propriété. Donc, on va commencer par vous expliquer ce qu'est la pleine propriété. La pleine propriété, c'est la jouissance totale d'un bien, quel qu'il soit. Là, on va parler d'immobilier,
Mais tout bien que je détiens peut faire l'objet d'un démembrement de propriété. Le démembrement de propriété, c'est l'action de séparer le droit d'usufruit et le droit de nue propriété, qui sont les deux composantes qui, en réalité, regroupées, vont constituer la pleine propriété d'un bien. L'usufruit, alors là c'est un peu de latin, hein, usus, fructus, abusus. Pour expliquer ça, on va plutôt regarder le tableau comparatif des droits du nu propriétaire et de l'usufruitier. Alors la colonne qui est tout à droite, c'est lorsque vous êtes plein propriétaire, bien, vous détenez la totalité des droits afférents à la propriété du bien immobilier. Lorsque les droits sont séparés, et si vous n'êtes détenteur que de l'un de ces deux droits, vous n'avez pas la totalité des éléments. Donc par exemple, le fait de pouvoir utiliser le bien, soit pour l'occuper, soit pour le louer, c'est une caractéristique qui est réservée à l'usufruitier. Le nu propriétaire ne va pas pouvoir bénéficier des revenus d'un bien immobilier. Ils sont réservés à l'usufruitier. Alors, l'investissement en nue propriété, me direz-vous, mais quel est donc l'intérêt d'investir dans du patrimoine immobilier si c'est pour n'acheter que la nue propriété et donc, par rebond, me priver de la capacité à percevoir les revenus, puisque cette capacité est réservée à l'usufruitier. Alors, il y a quand même un intérêt. L'intérêt, le voici. Lorsqu'on va séparer donc la valeur d'usufruit et de nue propriété, vous, demain, pourriez être tenté par l'acquisition de la nue propriété uniquement. Évidemment, vous n'allez pas payer 100% de la valeur du bien immobilier, puisque vous n'allez faire l'acquisition que d'une partie des droits de ce bien immobilier. Un démembrement sera toujours opéré sur une durée qui est fixée à l'avance. C'est toujours temporaire, un démembrement. Toujours. Même lorsque c'est viager, souvent quand on parle de notion de démembrement, c'est souvent dans les cas de succession. Généralement, lorsque l'on a déjà perdu un parent, on a déjà reçu la nue propriété de certains biens, c'est possible. Et donc, on parle dans ces cas-là d'usufruit viager, mais même lorsque c'est viager, c'est temporaire, puisque par définition, sauf si vous connaissez quelqu'un d'immortel dans votre famille, a priori, l'usufruit finira par s'éteindre au moment où l'usufruitier va disparaître. Dans ce cadre-là, c'est un peu différent. On est dans un cadre où la durée de l'usufruit va être fixée par convention, généralement une quinzaine d'années pour la plupart des opérations. Et au terme de ce démembrement, l'investisseur que vous êtes, qui aura donc fait l'acquisition de la nue propriété, redeviendra plein propriétaire, parce que le remembrement, à la fin d'un démembrement, l'opération de remembrement se produit toujours dans le même sens. C'est l'usufruit qui rejoint la nue propriété, jamais l'inverse. Donc c'est bel et bien le nu propriétaire qui va redevenir plein propriétaire de la totalité du bien. Alors en chiffres, qu'est-ce que ça va donner? D'abord, la revalorisation, on y reviendra tout à l'heure avec un exemple chiffré, mais la revalorisation va constituer le gain qui viendra remplacer donc les revenus que vous n'aurez pas perçus pendant la durée d'acquisition. Et si plus-value il y a, d'abord la reconstitution, le remembrement au terme se fait en franchise de fiscalité, hein, il y a juste un droit à payer mais qui est très modeste, et la revalorisation n'est pas considérée comme une plus-value, j'y reviendrai dans quelques instants. Alors comment ça fonctionne en termes de chiffres? Victor vous a présenté un exemple chiffré tout à l'heure, c'est vrai que ça parle mieux. Ça va fonctionner de la manière suivante. Lorsqu'on investit généralement en nue propriété, sur une durée de 15 ans, on va acheter grosso modo 60-65%, ce qui vaut 100 aujourd'hui. Autrement dit, je bénéficie d'une revalorisation mécanique de 3,5% par an. Passer de 60 à 100 en l'espace de 15 ans, c'est l'équivalent d'une revalorisation de 3,5. 3,5, ça ne fait pas sauter au plafond, on se dit finalement, ce n'est pas une rentabilité extraordinaire. Comparé aux 5% dont Victor parlait tout à l'heure en location meublée, c'est vrai qu'on se dit c'est un peu moins. Alors les 5%, c'est 5% avant fiscalité, parfois en location. Là, si on compare avec du revenu foncier classique, rappelez-vous, au début de la présentation, dans les comparatifs qui vous ont été présentés, les ratios d'efficacité en revenu foncier pour des contribuables assujettis soit à 30, soit à 41%, c'est des ratios d'efficacité compris entre 33 et 42%. Autrement dit, pour avoir 3,5% net dans la poche, il vous faut entre 8 et 10% de rentabilité lorsque vous êtes en revenu foncier. Donc 3,5, ça ne fait peut-être pas sauter au plafond, sauf que c'est une rentabilité nette de tout. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de fiscalité, rien du tout. Et donc finalement, quand on compare avec ce qu'il me faudrait produire comme revenu dans un bien immobilier classique, on a finalement un match qui est très avantageux, puisque l'absence totale de fiscalité va avantageusement compenser l'absence de perception des revenus. La plus-value sur le bien, alors on n'en parle pas, on ne va pas la chiffrer. Généralement, l'immobilier sur du long terme a plutôt tendance à s'apprécier. Et comme Victor le rappelait tout à l'heure, lorsqu'on investit sur de l'immobilier, ce n'est pas pour des périodes très courtes.
S'il y a une plus-value au terme, bien, ça viendra améliorer encore la rentabilité de l'investissement. Et puis de son côté, l'usufruitier, lui, va voir progressivement la valeur de son usufruit s'éteindre, puisque au terme de l'opération de démembrement, la valeur de l'usufruit sera égale à 0. Alors qui ça peut intéresser, ces opérations? Côté nu propriétaire, je pense que vous avez compris, c'est vous, client particulier, qui pourriez être intéressé par ce type d'acquisition. Et côté usufruitier, ce sont des bailleurs institutionnels qui vont souhaiter acquérir l'usufruit d'un bien pour loger leur personnel, leurs fonctionnaires, peu importe, et qui vont préférer ceci plutôt que de subir les aléas du marché locatif et les éventuelles revalorisations de loyer chaque année. Là, l'usufruitier, le bailleur institutionnel va dire j'achète 15 ans d'occupation et pendant 15 ans, je peux loger mes personnels si je le souhaite. Alors l'intérêt économique, on va parler de chiffres. Voilà les intérêts économiques. D'abord, j'ai un gain mécanique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ni plus ni moins que la revalorisation de la pleine propriété, la reconstitution de la pleine propriété, vont s'ajouter à ces 40% de gains mécaniques, 40% c'est une moyenne, vont s'ajouter un certain nombre d'avantages par rapport à la détention d'un patrimoine immobilier classique. Pas de frais de gestion, c'est logique, vous n'êtes pas usufruitier du bien pendant la période de démembrement, donc vous n'avez pas à en supporter la gestion et les frais afférents à cette gestion. Aucun souci locatif, évidemment, puisque n'étant pas détenteur de l'usufruit, vous n'avez pas de perception de loyer. Donc, dans ces cas-là, vous fichez de savoir si le bien est occupé ou pas. Et donc, on s'affranchit des soucis locatifs. 0 frais d'entretien, puisque pendant toute la durée du démembrement, c'est l'usufruitier qui est en charge de l'entretien du bâtiment. Et puis, 0 impôt, évidemment, puisque n'encaissant pas de revenus, je n'aurai pas de fiscalité à payer. Alors, cette fiscalité, justement, 0 impôt, on va la regarder en détail. On va passer au crible les différents impôts qui vont gréver la rentabilité d'un actif immobilier. L'immobilier subit beaucoup de pression fiscale, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dont on a parlé tout à l'heure, l'IFI qu'on a brièvement évoqué ce soir pour les contribuables qui détiennent un patrimoine immobilier significatif, et puis également les taxes foncières et la plus-value, puisque même lorsque l'on s'enrichit sur un patrimoine immobilier, on peut être amené à devoir s'acquitter d'un impôt de plus-value à la sortie si on n'a pas détenu le bien pendant suffisamment longtemps. Là, dans le cadre de l'investissement en nue propriété, on est en présence du seul investissement qui va optimiser la totalité des impôts qui pèsent habituellement sur le patrimoine immobilier, puisque d'une part, je n'aurai pas d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à payer puisque je n'encaisse pas de revenus, mais mieux encore, si l'acquisition est réalisée à l'aide d'un crédit, les intérêts d'emprunt que je vais supporter pour l'acquisition de cette nue propriété vont pouvoir être imputés sur les autres revenus fonciers que je percevrai par ailleurs si je détiens déjà un patrimoine immobilier loué en revenus fonciers. Il y a quelques calculs à réaliser, mais votre expert comptable est tout à fait en capacité de réaliser ces calculs. Donc là, j'optimise. IFI également, il y a une optimisation au niveau de l'IFI. Pourquoi donc? Puisque la règle civile, c'est que c'est l'usufruitier qui est redevable de l'impôt sur la fortune immobilière. Dès lors que vous êtes nu propriétaire, la valeur de votre bien n'entre pas dans l'assiette taxable de l'IFI, alors même que vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, mais comme vous en êtes propriétaire en nue propriété, ça échappe à l'IFI. Évidemment, au terme du remembrement, si vous conservez le bien, à ce moment-là, ça entrera dans l'assiette de taxation. Les taxes foncières, même chose, vous n'en supportez pas le coût puisque c'est l'usufruitier qui va en supporter la charge pendant toute la durée. Et enfin, la plus-value, comme je vous montrais sur le schéma précédent, la revalorisation mécanique, d'une part, n'est pas considérée comme une plus-value. 0 impôt. Par ailleurs, si le bien qui vaut 100 aujourd'hui et que j'achète pour une valeur de 60 ou 65% en nue propriété, si le bien voit sa valeur s'apprécier et que dans 15 ans, je décidais de revendre ce bien lorsque je redeviens plein propriétaire, imaginons que la valeur du bien soit passée à 120, 130, les 20 ou 30 de plus-value, là, vont effectivement générer une fiscalité, sauf que vous allez bénéficier de l'abattement pour durée de détention, puisque l'abattement pour durée de détention va être calculé à partir de la date à laquelle vous aurez acheté la nue propriété et non pas à partir de la date à laquelle vous redeviendrez plein propriétaire. Autrement dit, dans 15 ans, lorsque vous devenez plein propriétaire, si vous vendez le bien, vous bénéficiez déjà de 15 ans d'abattement pour durée de détention. Alors il peut y avoir encore un reliquat de fiscalité, mais la fiscalité sur les plus-values immobilières est généralement assez légère quand on a de la durée de détention et surtout si on la compare à d'autres impôts qui pèsent sur le patrimoine immobilier. Donc voilà ce sur quoi on voulait conclure. On voulait vous présenter ce dispositif qui permet de diversifier
vos investissements. Il y en a bien d'autres. On aura l'occasion, je l'espère, avec les experts comptables du cabinet, de vous présenter bien d'autres techniques d'optimisation du patrimoine. On va conclure, il nous reste juste quelques minutes, sur les questions si vous en avez, et puis je laisserai le mot de la fin à Stéphane. Oui. Je voulais savoir si les charges de maintenance pour l'immeuble sont imputables au nu propriétaire ou à l'usufruitier. Les charges d'entretien, vous voulez dire? Oui, tous les travaux, les choses. Enfin, oui. C'est l'usufruitier. C'est l'usufruitier. Les acteurs avec lesquels nous travaillons sur ces opérations prennent l'engagement de remettre le bien en état au terme du démembrement. L'idée, c'est pas que pendant 15 ans, l'usufruitier détienne le bien, que vous preniez le risque qu'il ne l'entretienne pas comme il faut et que dans 15 ans, vous soyez propriétaire d'une ruine. Donc il y a d'une part des frais d'entretien qui sont à la charge de l'usufruitier pendant toute la durée de l'opération, mais par ailleurs, et ça c'est notre travail chez nous, Experts et Finance, de vous accompagner dans la sélection des solutions d'investissement, par ailleurs, on va sélectionner uniquement des acteurs qui vont s'engager à remettre le bien en état avant le remembrement pour que vous récupériez un bien qui d'une part ne vous aura rien coûté en entretien, mais d'autre part sera dans un état irréprochable. D'autres questions peut-être? On peut faire passer le micro? 4 ou 5 diapos en avant, vous aviez Oui. des petites étoiles sur... Pour nos amis en visio. 4 ou 5 diapos en avant. Oui. Ah oui, d'accord. Sur les droits? Voilà, c'est Là, celle-ci. oui. À quoi correspondent ces astérisques? Alors c'est un peu technique puisque là on fait référence on renvoie à des notions de code civil puisque le démembrement c'est quelque chose qui est géré par le code civil, donc c'est très vieux, hein, ça a plus de 200 ans. Lorsque le bien est détenu en nue propriété ou en usufruit, vous avez un découpage des droits qui est illustré comme ceci. Pour autant, il peut y avoir des exceptions, fonction de la manière dont le démembrement a été opéré et fonction de ce qui sera inscrit dans l'acte, parce que généralement, pour faire ce type d'opération, on passe chez un notaire. Donc, il peut y avoir des exceptions. On pourra en reparler avec plaisir si vous souhaitez. C'est un peu technique, mais on aura plaisir, si vous souhaitez, pendant le cocktail, à approfondir le sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, Stéphane, le mot de la fin? Merci. Merci à tous de votre attention, hein, ceux qui sont ici en présentiel. Beaucoup aussi étaient en visio, au travers de toutes les régions que le cabinet Michel Creusot, cabinet Martin, peuvent où on est situé justement. On est très heureux d'avoir pu faire cette première réunion en présentiel justement avec Experts et Finance, parce que on est persuadé que leur expérience, leur compétence va pouvoir accompagner nos clients dans tous ces domaines de gestion de patrimoine, qui sont un domaine très vaste et avec tout un tas de préconisations qui vous seront prodiguées par leurs experts. 4 sont là, mais ils en ont, je crois, 150 en France, voire plus peut-être. 300, voilà. Voilà, ça c'est important. Nous, on va, comme je vous l'ai dit au démarrage, on aura l'occasion de refaire des réunions. Alors pas forcément à chaque fois à Saint-Germain-en-Laye, hein, on en fera aussi certainement dans le Loiret ou dans d'autres endroits, mais on sera content de vous y accueillir en présentiel, en visio. Normalement, sans trop trahir le prochain sujet, on devrait s'intéresser normalement à la santé du dirigeant et puis travailler avec le dirigeant justement sur le bien-être, avec là plutôt des professionnels de la santé, même si je ne doute pas peut-être qu'Experts et Finance peut vous apporter des conseils, mais là c'est moins leur domaine. Donc on ira chercher des partenaires là également qui travaillent et qui ont justement une expérience pour aider les dirigeants dans ce domaine qui est important pour pouvoir durer dans ce monde de chef d'entreprise. Il faut aussi être en bonne santé. Voilà, merci beaucoup de votre attention, de votre participation. Et puis pour ceux qui sont en présentiel, je vous propose de rejoindre un peu plus loin la salle qui est disposée pour le cocktail. Pour ceux qui sont en visio, ils peuvent aussi, bien entendu, se faire aussi un petit cocktail, un apéritif, mais on trinquera aussi à leur santé. Merci beaucoup, à très bientôt.